Le 1er janvier 2024, le monde de l'animation, et plus précisément la société Disney, a perdu la mainmise sur quelque chose qui lui tenait très à cœur. C'est à cette date qu'est officiellement entrée dans le domaine public l'image de la souris la plus connue du monde, Mickey Mouse. Alors petit disclaimer, non, Mickey n'appartient pas encore au domaine public. Il ne s'agit que de sa première version qui date de 1928 et qui est apparue dans le court-métrage Steamboat Willie. C'est donc la première version de Mickey, nommée à juste titre version Steamboat Willie, qui tombe dans le domaine public, nous permettant d'en faire n'importe quoi sans plus aucune limite et sans devoir reverser un seul dollar à Disney. Mais avant d'en arriver à Mickey, et même d'ailleurs avant d'en arriver à Disney, sont apparus d'autres studios d'animation. Et salut tout le monde, c'est Lewis, j'espère que vous allez bien. Avant la société Disney, qui fabriquait les dessins animés et quels cartoons pouvait-on voir au cinéma? Attends, il y avait des dessins animés avant Walt Disney? Eh bien oui, voilà. Merci d'avoir regardé, c'était Lewis, à très bientôt. Avant Walt Disney, il y avait bien entendu déjà des animations, c'est un fait, et vous pouvez déjà en avoir un aperçu en regardant mes premières vidéos sur le sujet. La première trace de dessin en mouvement date de la préhistoire, le premier dessin animé date de 1906 par James Stuart Blackton, tandis que Steamboat Willie date de 1928. En 22 ans, il s'est passé pas mal de choses. Nous sommes donc en 1906. Blackton vient de produire, sans trop le savoir, le tout premier vrai dessin animé de l'histoire. Dans un premier temps, les premières animations ne sont pas considérées comme un secteur de rentabilité. Il faut se mettre dans le contexte que le médium n'en est qu'à ses débuts et que rien encore ne permet d'en faire de la production de masse. C'est un petit peu comme les IA aujourd'hui, les intelligences artificielles. C'est une technologie nouvelle qui permet certaines choses mais dont il faut encore tout développer. L'animation est un médium un petit peu différent pour ceux qui dessinent. La grande majorité des réalisateurs d'animation, ou plutôt des cartoons de l'époque, sont des dessinateurs, des caricaturistes ou des journalistes. Ils ne pratiquent l'animation que parce qu'il s'agit d'une nouvelle manière de faire passer leur message satirique et politique. Pour ces raisons, dans les premières années, généralement jusqu'à la Première Guerre mondiale, la plupart des films d'animation sont réalisés par des passionnés. Et la plupart des personnages sont donc issus de comic strips, les bandes dessinées américaines que l'on trouve dans les journaux, mais cette fois-ci remis en dessin animé. Alors, lorsque j'utilise le terme de passionné, c'est un minimalisme de ce qu'ils sont réellement. Il faut se dire que pour eux, animer n'est pas juste une simple occupation qu'ils font le dimanche après-midi pour tuer l'ennui, ce sont en réalité des acharnés de travail. D'autant que le procédé du slash system n'existe pas encore et que le temps de travail pour seulement quelques secondes de film est considérable. Imaginez qu'il fallait devoir, pour chaque dessin, refaire bien entendu le personnage en mouvement, mais également redessiner tout le décor de la manière la plus fidèle au dessin précédent. Cependant, le terme de passionné n'est pas mal choisi, car je pense qu'il faut être un vrai passionné pour abattre une telle quantité de travail seul. Malgré cette occupation du dimanche après-midi, un acteur majeur va décider de fonder son propre studio de cinéma. Raoul Barré. Ce nom vous évoque peut-être quelque chose car c'est lui qui est l'auteur de la barre à tenons et du slash system et que j'évoque d'ailleurs dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Raoul Barré est un de ces noms qui a malheureusement disparu de l'industrie de l'animation dans la postérité de la pop culture. Et pourtant, il est dans l'évolution de l'histoire de l'animation une figure majeure. Né à Montréal au Canada en 1874, il devient illustrateur pour les journaux périodiques et du dessin de presse. Il voyage beaucoup durant sa carrière débutante, fait la rencontre de Bill Nolan et finit par s'installer dans le Bronx où avec Bill, il fonde le Barré Nolan Studio. Nous voici donc à un tournant de l'histoire du dessin animé car c'est précisément en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, que naît le tout premier studio d'animation. De ce studio vont naître bon nombre de productions mais surtout des productions de publicité.
Plus tard, le studio sera rebaptisé le Barré Studio, où d'autres productions viendront s'ajouter. Plus tard encore, Barré fondera l'Educational Art and Film Co. of Montreal, une école de cinéma d'animation basée donc à Montréal. Mais Raoul Barré n'est pas le seul à se mettre à produire des courts-métrages d'animation. Je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, Winsor McCay crée en 1914 un des tout premiers dessins animés, Gertie de Dinosaur. Ce film, bien qu'il ne soit pas le premier film de l'histoire, est tout de même le tout premier film dans lequel on mélange les images dessinées, Gertie, et le décor, et des images réelles, McCay interagissant avec Gertie. Tout s'accélère en 1915 lorsque Pat Sullivan fonde son propre studio, le Pat Sullivan Cartoons. Lui aussi initialement issu du domaine de la presse graphique, avec ses collaborateurs, il va s'inspirer de Charlie Chaplin pour créer en 1919 le personnage de Félix le chat. Tu épouses un noir qui s'appelle Félix le chat. Félix le chat est un animal anthropomorphe, c'est un chat vagabond, un clochard oscillant entre chance et malchance. Sauvé souvent par son astuce et sa débrouillardise, il reprend la démarche de Chaplin, tout en ayant pour seule obsession manger, dormir, s'abriter et trouver des minettes et jouer des tours aux vilains, histoire d'apporter la touche d'humour à ses aventures. Bien que très courts, les épisodes de ce chat deviennent très vite populaires auprès du public. Mais l'astuce de Félix le chat va s'étoffer et prendre une certaine assurance au fil des épisodes et des productions. Une des particularités est d'ajouter à l'image des signes et des symboles de ponctuation comme des points d'exclamation ou d'interrogation pour insister sur l'état d'étonnement du chat. Dis, je me rends compte d'un truc. Oui, quoi donc? Tu parles toujours des USA, de la France, mais ailleurs, il y a bien eu aussi des réalisations, non? Bah écoute, maintenant que t'en parles, c'est vrai. Il y a effectivement eu des réalisations ailleurs dans le monde. Nous sommes au pays du soleil levant en 2005. Au Centre national du film de Tokyo ont été découverts 2 bobines de pellicules de film. Après visionnage, il s'agit d'un court-métrage de 2 minutes environ. Les analyses confirment que le film date de 1917. Il s'agit là du plus ancien film japonais connu et donc précurseur de l'animation japonaise. Le film s'appelle Nakamura Katana de Shuichi Koshi. Célèbre parchemin d'épée Anawa Okushi ou Anawa Ekoyamete-kuda... Non, Hanawa Ekonaime Tonomaki raconte la sordide histoire d'un samouraï japonais qui achète un nouveau katana mais qui n'a aucune habilité pour s'en servir. S'en suivent des gags sur environ 2 minutes d'animation. Ah, c'est ça le premier animé de l'histoire! Pas exactement. Bah, tu viens toi-même de dire que c'était le premier? Oui, le premier, mais pas le premier animé. Quelle différence? Ce sont des dessins animés, non? Oui, mais il y a une différence entre animé et dessin animé. En réalité, l'un est un peu le sous-genre de l'autre. En fait, un animé est un genre de dessin animé, c'est-à-dire que l'on appelle anime ou animé un film ou une série d'animation issue d'un manga. Dans le cas de Nakamura Katana, il n'est jusqu'à preuve du contraire pas inspiré ou dérivé d'un manga, et cela en fait donc un dessin animé et non un animé. Tiens, vu qu'on est sur l'aspect sémantique des choses, comment tu définis un cartoon? Eh bien, un cartoon, c'est l'équivalent d'un animé, mais aux USA. Donc un dessin animé issu des comic strips, ces sortes de mini-bandes dessinées. Le terme vient du mot italien cartone qui signifie carton, et donc un cartoon est un dessin animé dont l'histoire et les personnages sont issus du monde des comic strips. Ce terme est très vite adopté et désignera par la suite aux USA les films d'animation en série comme les Looney Tunes de la Warner. Figure-toi que ceci c'est un film d'animation et que dans tous les dessins animés qui se respectent, il y a un scénario et que depuis que je fais ce petit... Il m'a effacé, quelle brute! Ou encore ceux réalisés par Tex Avery pour ne citer que ceux-là. Parallèlement aux cartoons qui sont des formats courts, les films d'animation resteront quant à eux nommés Animated Movie, ou film d'animation en français. Un autre acteur majeur dans l'histoire des cartoons est Paul Terry. Son parcours de dessinateur, encore une fois, lui permet d'apprécier le plein potentiel des techniques, voire d'en élaborer lui-même. Le phonofilm.
À l'époque de Terry, le monde de l'animation est toujours à ses débuts, et bien que les choses évoluent techniquement et que d'autres se définissent, beaucoup reste encore à faire et à inventer. Pour le son, c'est un peu la même chose, le son au cinéma n'existe pas. Déjà, l'évolution des caméras se fait en modifiant la cadence de photographie, passant doucement de 16 à 18, puis 20 et enfin à 24 images par seconde. Si Rome ne s'est pas faite en un jour, le cinéma non plus, et encore moins le cinéma d'animation. Une des premières grosses révolutions dans la révolution qu'est le cinéma est l'ajout du son à l'image. Jusqu'à présent, les quelques films qui sont projetés sont accompagnés d'un pianiste pour les petites salles, chose très courante pour l'époque, et d'un orchestre complet pour les plus grandes comme les salles de théâtre. Je rappelle d'ailleurs que les films sont dans un premier temps projetés dans des salles de théâtre car il n'existe pas encore de lieu dédié, d'où l'usage du terme theater, donc théâtre. Caesar. Caesar ou César? Non, bah César. En anglais pour désigner les salles de cinéma, encore aujourd'hui. Cependant, les choses vont rapidement changer. Paul Terry est fasciné devant Gertie de Dinosaur de Winsor McCay et décide de devenir également un animateur et commence donc à autoproduire ses films en dessinant ou en animant sur ses temps libres. Il créera son premier court-métrage, Little Herman, après presque 6 mois de travail. Après plusieurs films et avoir changé de studio, il entame un énième court-métrage qui va s'avérer être crucial dans l'histoire. Il réalise le court-métrage Diner Time et décide d'en faire un cartoon sonorisé. C'est avec le système du phonofilm qu'il va rendre la chose possible et sort en septembre 1928 le premier dessin animé sonore. Cependant, le succès n'est pas au rendez-vous et l'histoire retiendra que c'est le court-métrage de Disney, Steamboat Willie, dont je vous parlais au début de la vidéo, qui sort à peine 2 mois plus tard, qui sera le premier animé sonore et parlant. Fun fact, le phonofilm inventé par Lee de Forest en 1927 et utilisé par Paul Terry sera repris par Pat Powers qui investira dans la société en faillite de Forest pour reprendre entièrement le concept du phonofilm, renommant Power Cinephone, et ainsi le vendre à Disney pour son fameux court-métrage, oui, celui arrivé 2 mois après celui de Paul Terry. Non mais Lewis, c'est du vol ça, non? De Forest était un peu trop ruiné pour entamer le procès pour plagiat, et c'est ainsi que Disney obtint les droits exclusifs d'utilisation du phonographe, inventé donc par Power Cinephone Studio. It's you, huh? Yeah, it's me, I guess. Et il devient quoi? De Forest? Non, Terry. Ah, bah, malgré l'échec que sera Diner Time, Paul Terry fondera son propre studio, Terrytoons. De ce studio, aujourd'hui disparu, verront le jour de nombreux cartoons et personnages iconiques encore aujourd'hui, pour certains, comme par exemple Mighty Mouse, connu en francophonie sous le nom de Super Souris. He dines on super cheese. And behold, Mighty Mouse! Un autre studio bien connu fera son apparition à la même époque. Dave et Max Fleischer sont 2 frères ayant déjà collaboré pour d'autres projets comme Out of the Inkwell, en dehors de l'encrier. Une série d'animation qui fut un énorme succès pour l'époque, au point que les 2 frères décidèrent de recréer leur propre studio, qu'ils nommèrent donc Out of the Inkwell Films, et qui devait continuer à produire la série de films des courts-métrages qui les avait fait devenir si célèbres. En 1921 donc, ils fondèrent leur propre studio, dont certaines innovations techniques verront également le jour. Mais pour mieux cerner le génie des frères Fleischer, il faut remonter un petit peu le temps. Remontons 70 millions d'années en arrière. Nous voici en 1915. Max et Dave Fleischer, alors déjà bien ancrés dans l'industrie de l'animation, vont profiter de l'évolution des caméras et surtout des projecteurs pour concevoir le système du rotoscope. C'est grâce à ce dispositif qu'ils vont réaliser des animations beaucoup plus fluides et réalistes. Mais dis donc Lewis, c'est quoi un rotoscope? J'explique. La rotoscopie est un dispositif où le projecteur projette sur une toile de fond un film,
Et de l'autre côté de la toile, une plaque de verre permet de déposer une feuille de papier dessus et par transparence voir le film, et donc redessiner image par image le même mouvement que celui de l'acteur. Ce système permet de réaliser des mouvements aussi fluides que ceux filmés, et donc de produire des animations beaucoup plus réalistes. Plus tard, les frères Fletcher développeront une autre technique dans le processus de réalisation des animations. L'intervalliste. À la base, les animateurs sont des dessinateurs, ce sont eux qui dessinent et animent chaque image d'un personnage qui leur est donc attribué. Le rôle de l'intervalliste va simplifier un travail un petit peu fastidieux de l'animateur. Ce dernier va d'abord imaginer la scène, ses mouvements. Prenons un personnage qui s'avance vers un tableau pour écrire quelque chose. L'animateur va dessiner uniquement les dessins dits dessins clés. Ce sont donc des poses importantes du personnage, chaque dessin étant une pose car le personnage est fixe sur chaque feuille. Arrive ensuite le travail de l'intervalliste qui va dessiner les différents mouvements intermédiaires entre ces deux dessins clés. C'est ça, un intervalliste, un animateur qui dessine des dessins intermédiaires, en intervalle. Dans une séquence d'animation, il y a combien d'images clés ? Eh bien autant qu'on veut. Tu peux avoir des séquences qui ont en tout 30 dessins, et un dessin sur deux est un dessin clé, par exemple. Mais c'est que la moitié de la séquence. Il est où le gain de temps ? Eh bien l'autre moitié de la séquence n'est plus à être faite par l'animateur, c'est pour lui 50% du temps économisé. Ce procédé va radicalement améliorer le processus de fabrication des films et des séries animées. En effet, les animateurs clés peuvent maintenant se concentrer sur des aspects plus techniques et des mouvements beaucoup plus peaufinés et réalistes. Il n'est pas rare que les dessins clés soient nombreux sur des grosses séquences. Ainsi, les intervallistes font gagner du temps aux animateurs et un temps considérable pour même quelques dessins. Un autre procédé issu du studio Fleischer est la Coco Bowl. Ah, une boule de coco pour moi aussi, s'il vous plaît. Le studio a produit certains cartoons musicaux où les paroles étaient clairement narratives de l'histoire. Et pour mieux en apprécier le sens, ils ont eu l'idée de mettre les paroles à l'écran, dont une boule rebondit sur chaque syllabe à chanter. La fameuse Coco Bowl, car elle vient d'un des cartoons chantants de Coco le clown. Je vous présente l'ancêtre du karaoké. Fletcher Studio est à l'origine de nombreuses productions de personnages qui deviendront iconiques par la suite, des personnages tels que Betty Boop, Popeye ou encore Coco le clown. Cependant, il n'est pas à négliger non plus certains précurseurs ou pionniers de l'animation qui n'ont pas pour autant tous fini par lancer leur propre studio. Les indépendants. Outre les animateurs devenus chefs d'équipe, il y a également les animateurs restés de petits studios. L'animation n'est pas que séries et films, il y a également des pionniers plus artistiques dont le leitmotiv de travail ne fut pas le profit, mais plutôt l'expression de leur art à travers ce nouveau médium qu'est l'animation à ce moment-là. D'autant que, comme je vous l'expliquais plus tôt, l'animation n'en est qu'à ses débuts et rien n'est encore vraiment ni fixé, ni codifié. Et bien que de son côté le cinéma avance, il n'en est pas moins tout aussi jeune. Je rappelle que l'animation suit étroitement le même cheminement d'évolution que celui du cinéma. Nous avions donc deux issues d'une même histoire, chacune passant par le même chemin mais adoptant des couleurs différentes. D'une part, le cinéma de production massive permettant d'avoir des moyens beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus coûteux, permettant également des évolutions techniques. Et d'autre part, une utilisation purement artistique pour un public plus discret et également beaucoup plus restreint. Et chacun de ces chemins parallèles seront l'issue d'une version complètement différente du médium qu'est l'animation en tant qu'industrie. Et le public n'est pas franchement le même. D'un côté, on y voit l'animation comme un art qui se destine à un public beaucoup plus averti, plus éduqué à l'esthétisme, et un public totalement adulte. De l'autre côté, un lieu de réalisation, de production à grande échelle, de grande durée, qui va mener doucement à l'apparition d'un public plus
plus jeunes, même si à l'origine, se rendre au cinéma, au theater, est une activité complètement adulte, mais celle-ci deviendra de plus en plus familiale à mesure que le public plus jeune arrive. Les premières séries animées sont issues des comic strips et des cartoons destinés à être un satire de la société, reprenant des références que le public aguerri peut comprendre, un public adulte donc. Mais à côté de cela se trouve dans les versions animées de ces cartoons un style justement cartoon et plus naïf. On ne recherche pas à représenter le réel, mais une caricature de la société à travers différents personnages loufoques et attirant naturellement les enfants de par leur ton beaucoup plus léger. Aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des idées reçues comme quoi regarder des films ou des séries d'animation est destiné à des enfants. Il est à noter que l'animation a finalement toujours été une histoire de petits comme de grands. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Léo et Lewis, salut!